Bonjour à tous. Merci Yann et merci Charles Benoît pour ces mots très inspirants. Peut-être commencer par faire un rapidement pour présenter en fait en vraiment quelques mots la mission du mécénat, si tout le monde ne sait pas ce que c'est, puisque c'est une particularité en fait au sein de l'administration française. C'est un service administratif qui est logé au sein du ministère de la Culture, parce qu'à l'origine en fait, la loi mécénat de 2003 a été portée par Jean-Jacques Aliagon, donc ministre de la Culture, qui s'est dit voilà à un moment donné pour faire connaître ce dispositif, il va nous falloir des gens donc dans l'administration, et donc il a créé en 2003 ce service administratif qui a évolué au fil du temps et qui a expérimenté notamment sur le relais des territoires. Peut-être aussi, enfin, avant de rentrer aussi dans le vif du sujet de comment nous on a fait, comment on a tâtonné, et puis enfin, et vous livrer nos réflexions. Peut-être aussi refaire peut-être un point en chiffres. C'est toujours bien d'avoir un panorama aussi global de ce que représente le mécénat, parce que là, nous, on vient d'avoir les chiffres aussi pour 2021. Alors, dispositif fiscal, moi, je pars en termes des gens qui ont utilisé le dispositif. Enfin, pour les particuliers, en fait, on en est quand même à 5,2 millions de foyers qui sont engagés, en fait, en termes de dons pour une dépense fiscale qui va être aux alentours de 1,5 milliard, hein, à peu près, donc en montant de dons de 2 à 2,5 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme. Et pour les entreprises, on en est à environ 89 000 pardon, entreprises pour un montant plutôt de dépenses fiscales autour de 1 milliard. Donc pour vous donner une idée globale, plutôt en montant de dons, que ce soit particulier ou entreprise, on va être autour des 3 milliards. Hein, donc c'est quand même un poids relativement important, une économie à part entière, qui est le secteur de la philanthropie. Et je voulais revenir sur ce chiffre des 89 000 entreprises parce que je trouve qu'il illustre bien aussi le fait que on est très loin des entreprises du CAC 40 finalement, et qu'en fait, là où se passe le mécénat, c'est profondément en territoire. Et la nouveauté en fait que des chiffres 2021 qu'on a, alors moi depuis que je suis l'évolution, c'est que en fait là, les flux mécénat sur le volet entreprise euh, sont concentrés pour la première fois, enfin la première région en fait qui capte le mécénat, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et non pas Île-de-France comme c'était le cas historiquement les autres années. Donc on voit vraiment en fait que cette dimension territoriale devient de plus en plus prégnante. Et ça, c'était une intuition que, enfin, tout le monde ici peut-être autour de la table nous avions depuis des années, mais elle se réalise aujourd'hui très concrètement. Et peut-être dire aussi sur l'idée d'engagement et de territoire que c'est assez complexe et que c'est pour ça qu'aussi je pense qu'on expérimente. C'est qu'en fait peut-être, enfin, ce qui est commun, c'est qu'en fait c'est la multiplicité des territoires, la multiplicité des formes d'engagement, que ce soit du don en nature, du temps, enfin de l'argent, des compétences, enfin, etc. Et la multiplicité aussi des territoires et de leurs spécificités et des acteurs qui vont jouer les rôles essentiels de l'engagement dans chacun de ces territoires. Et donc pour faire un point, enfin, le ministère en fait, enfin, quelle a été l'idée? Je dirais même plutôt, enfin, c'était de l'ordre de l'intuition à l'époque, hein, parce que c'est en 2003 de se dire, voilà, la mission du mécénat, en fait, très concrètement, c'est 2 personnes. Peut-être 3, ça peut varier, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et donc de se dire enfin, le dispositif, c'est quand même un dispositif fiscal. Ce sont des dispositions aussi juridiques. Quand on voit le nombre de fonds et de fondations, les possibilités sont infimes. Enfin, pas infimes justement, elles sont multiples, pardon. Et on peut s'y perdre quand on est un donateur, c'est-à-dire que comment je m'engage, comment je fais, puis ensuite, il faut que je déclare aux impôts. L'intérêt général, c'est une définition fiscale. Si je veux qu'on me reconnaisse l'intérêt général, je dois faire une demande à Bercy. Oh, le dossier, enfin, au secours. Enfin non, mais les rescrits, c'est très très complexe. Et donc l'idée, c'était de se dire, nous, on ne pourra pas faire tout seul. Et dans les territoires, on a besoin de relais. Et donc du coup, après nous, on s'est dit que le bon relais était peut-être l'échelon régional, mais de se dire qui va en fait pouvoir être acteur de ces relais. Et donc on a commencé par nommer en fait des correspondants mécénats dans les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, qui sont les représentants du ministère de la Culture finalement dans les régions. Et ces correspondants représentent en fait la mission du mécénat, qui a un rôle plutôt, alors pas de fundraising justement, mais plutôt d'observatoire, de sensibilisation. On fait des événements autour du mécénat pour inviter les gens en fait. Enfin, ça sert de formation continue, mais ça aussi peut-être développe des envies en fait pour des entreprises de s'engager dans le mécénat ou pour des donateurs. Et avec aussi un relais d'évaluation et de remontée terrain qui était très important pour nous.
C'est-à-dire que l'idée du circuit des correspondants, c'était à la fois pour nous une courroie de transmission de l'information, mais aussi d'avoir donc un relais, mais aussi d'avoir de la remontée d'informations du territoire, des territoires en fait. Et donc on a commencé comme ça, et avec en 2005 aussi la volonté de contractualiser sous forme de protocole, donc ce qu'on appelle nous chez nous les protocoles nationaux pour le développement du mécénat culturel, qui ont été formalisés et signés à un niveau ministre, avec en fait un ensemble, en plus des correspondants mécénat dans les DRAC, de professions réglementées. Parce qu'en fait on s'est dit, mais finalement qui mieux que les notaires, avocats, experts comptables et chambres de commerce et d'industrie, pour en fait déjà comprendre les dispositifs et les expliquer en fait. Et quand on est un donateur, enfin que ce soit un particulier, entreprise, on est forcément en contact avec une de ces professions à un moment donné de sa vie pour un statut de fonds, pour une question sur ses comptes. Et donc du coup, on a noué ces partenariats-là à un niveau national en demandant à ce que chaque ordre en fait nomme à son tour en fait dans les régions des correspondants qui joueraient aussi ce rôle de relais d'informateurs. Et en fait après c'est un peu la magie qui s'opère sur l'idée des pôles mécénat régionaux, c'est qu'en fait ces acteurs de terrain euh, se sont rencontrés, et après a émergé en fait l'idée qui est venue en fait du local, hein. Parce que alors Charles Benoît l'a dit, le pôle mécénat régional le plus abouti actuellement c'est celui de Pays de la Loire qui est né en 2014, mais avant il y avait eu quelques tentatives qui avaient été menées en Haute-France notamment, euh, qui nous ont amenés à réfléchir, où les correspondants en fait sont noués, se sont dit voilà, maintenant il faut qu'on se structure en fait au sein peut-être voilà d'associations, de pôles qui joueraient ce rôle guichet au niveau régional, qu'on soit bien identifié et qu'on soit ce relais un petit peu institutionnel et ressources, et aussi avec cette idée d'être un peu aussi le garde-fou du respect des pratiques aussi. Parce que enfin, l'engagement et le mécénat prend différentes formes, on l'a dit, et est très très innovant, et donc va plus vite que aussi les textes, et donc d'être un peu aussi ce garant un peu de l'intérêt général en fait euh, sur les territoires. Et donc de ces réflexions-là en fait sont nés les pôles, donc le pôle mécénat Pays de la Loire. Et à l'heure actuelle, enfin depuis l'année dernière, on a essayé aussi d'essaimer ce modèle, cette structuration en association, donc via le partenariat avec le Rameau, pour essayer de faire émerger aussi ces pôles à la fois en région Nouvelle-Aquitaine, PACA et en Grand Est. Parce qu'il faut savoir que voilà, pour expliquer aussi peut-être des difficultés, hein, qu'on a pu rencontrer, c'est pas un gros mot que de parler de difficultés, parce que ça permet d'avancer. C'est que c'est comme c'est de l'humain aussi derrière l'engagement, c'est que je trouve qu'on se retrouve avec un équilibre fragile à tenir et des difficultés qui sont inhérentes, je pense, mais partout sur les territoires. Enfin, je veux dire qu'il y a les forces et faiblesses, dire qu'il y a une richesse énorme sur les territoires, mais aussi peut-être cette fragilité de trouver un bon modèle économique, de rester aussi en collectif, parce que des gens peuvent partir, changer de région, enfin la vie en fait, et aussi cette notion d'individu qui s'engage, euh, vs la structure, je dirais. Et nous, c'est un peu la réflexion sur laquelle on a été amené à réfléchir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives à des moments individuels de correspondants. Et en fait, on a trouvé à un moment donné l'idée la nécessité de se structurer. Donc, sous une forme, nous, on a choisi l'association, qui était la plus laxe à l'époque, enfin, pour nous, et pour promouvoir en fait le mécénat, mais cette nécessité aussi après de transmettre, de garder l'historique en fait de ce qui s'est passé sur un territoire, pour ensuite avancer ensemble et maintenir le collectif en fait au sein de ces structures. Et on avait évoqué avec Yann notamment des expérimentations qui ont pu avoir en Normandie, par exemple, avec une fondation qui avait émergé. Nous, je sais, une super initiative des experts comptables et de la CCI à l'époque, qui s'appelait la Fondation Camp Normandie, mais qui a eu un exercice de 5 ans et qui, au final, s'est arrêté pour des questions aussi de lourdeur juridique, économique. Et donc, après, c'est vraiment poser la question de comment, en fait, on maintient les choses. Et le rôle de ces pôles est vraiment oui, de guider en fait, c'est d'outiller et de guider aussi, parce qu'il y a des acteurs qui sont gros et importants, mais il y a aussi les petits dont vous parliez aussi, Charles Benoît, qui n'ont pas en fait les ressources suffisantes pour pouvoir être outillés. En fait, le but, voilà, ça va être ça, ou alors de réorienter, parce que faut se dire que depuis 2003, le nombre d'acteurs de l'intérêt général s'est quand même développé de façon croissante, et qu'il y a aussi des associations relais. Alors là, je vais pas toutes les citer, mais le Centre français des fonds et fondations, Admical, etc., qui peuvent par moment aussi être de meilleurs leviers en fait que nous. Et dans ces cas-là, on redirige, ou même vers le Rameau, ou même maintenant il y a aussi le développement. Enfin, peut-être qu'on en parlera aussi des fondations territoriales.
mais enfin, et dans tout ce que je veux dire, peut-être ne jamais oublier aussi, ne pas perdre non plus le sens, en fait, de ce qu'on fait quand on fait ce collectif-là. C'est-à-dire que quand on parle de territoire, alors moi, je vous avais donné des grandes masses de chiffres aussi, mais si on voyage un peu, et enfin là, je prends aussi des exemples, mais si on va par exemple en Basse-Normandie, pas loin de Saint-Lô, il y a une petite ville qui s'appelle Tessy-Bocage, et là, je pense à un projet tout de suite qui s'appelle l'usine utopique. Heu, c'est un professeur d'art plastique qui a monté un centre d'exposition d'art contemporain, pour les enfants, en fait. Et donc quand on se dit que voilà, des enfants d'un milieu rural qui n'auraient jamais eu accès à ça pourraient avoir leurs premières émotions avec la culture en visitant ce centre. Non mais enfin, et toujours recontextualiser aussi, parce que ça, je trouve qu'à un niveau peut-être national et puis à un niveau administratif, parce que moi je suis au niveau de l'État et d'un ministère, on peut perdre de vue à des moments, ces projets-là. Je pense aussi à un cirque, qui s'appelle Zimzam, qui est implanté à Marseille et qui sillonne le Vaucluse pour présenter en fait une forme de cirque adapté, heu, à des personnes qui ont des problématiques de handicap mentaux ou moteurs, et qui font avec eux. En fait, c'est formidable, et c'est en fait, c'est ça en fait qu'on fait au quotidien, c'est, justement permettre en fait à ces projets de se développer, en invitant des entreprises à se fédérer en collectif, et à donner, ou en outillant justement ces petites structures pour qu'elles se développent. Voilà, je sais pas.